J'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques années, la glyptographie. Alors la glyptographie, c'est un de ces mots barbares que peu de gens connaissent. C'est l'étude des marques des tailleurs de pierre. Donc les tailleurs de pierre de l'époque médiévale, gothique, Renaissance et jusqu'à nos jours, et ceci depuis l'Égypte ancienne, avaient l'habitude de marquer les pièces qu'ils façonnaient. Moi, je me suis donc focalisé déjà sur notre région, que j'aime au plus haut point, et surtout sur les époques romanes, gothiques et Renaissance. Ces marques sont donc les signatures des tailleurs de pierre. La chose la plus évidente est qu'elle permet au maître, donc à l'employeur, de reconnaître ses salariés en quelque sorte, puisque les tailleurs de pierre n'étaient pas forcément sur le chantier de la cathédrale ou de la maison Renaissance ou autre. Ils étaient aussi quelquefois, je pense même généralement en carrière, donc il fallait bien sûr que ces garçons marquent leurs pièces pour que, au moment de la pose par les maçons, eh bien, le maître puisse reconnaître qui a fait quoi et pouvoir payer en fonction. Les marques lapidaires, par exemple dans le Saint-Empire romain germanique, on peut dire qu'on en trouve sur toutes les cathédrales. Je dis toutes, disons sur 95% des cathédrales pour être prudent. Les maisons Renaissance, ou presque toutes des marques, mais ce n'est pas seulement le cas dans le Saint-Empire romain germanique, évidemment, c'est aussi le cas dans le Royaume de France, où les cathédrales et tous les édifices remarquables, taillés en pierre, de ces trois époques que je vous ai indiquées, on trouve généralement des marques lapidaires. Et puis tout ça s'est arrêté quand on a inventé l'acier et le béton, aux environs au début du XXe siècle. Il y a toujours eu des gens passionnés par le relevé des marques, mais comme tous les édifices n'ont pas été relevés, j'essaye de choisir ceux où ça n'a pas été fait. Donc je me rends sur les lieux, je prends des photos. Quand j'ai la possibilité de prendre des empreintes, je prends des empreintes, ce qui me permet ensuite de reproduire les marques exactement à l'échelle. Un dessin, c'est bien, une photo, c'est bien, mais ça ne donnera pas la profondeur de la taille, ça ne donnera pas la taille de cette marque. Il est clair que la prise d'empreinte est ce qu'il y a, enfin c'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'ai déjà relevé pas mal de marques dans toutes ces régions que je visite. C'est vraiment par milliers actuellement, je dois en avoir quelques 7000 que j'ai recensés. Mais enfin, pour vous donner un peu une idée du nombre de marques différentes qu'on peut trouver sur des édifices, il me semble que Strasbourg en a environ 1600, la Münster de Freiburg doit en avoir dans les 1200. La collégiale Saint-Martin de Colmar en a une centaine. Identifier les signatures, c'est certainement ce qu'il y a de plus délicat. D'une part, parce qu'il y a très peu d'archives, et donc il faut être très prudent. On ne peut pas être affirmatif à 100%, ça n'existe pas. Ce sont des marques, pour certaines, qui ont été gravées au 11, 12, 13e siècle ou au 15e siècle. Donc il faut être très prudent. J'essaye déjà de rendre le sujet intéressant pour que les gens aient envie de s'informer sur cette glyptographie. Et pour ce faire, eh bien, j'essaye d'une part de faire des relevés, bien sûr par dessin et par photo, et d'autre part, évidemment, ce sont tous ces relevés par prise d'empreinte et réunir toutes ces informations dans un endroit donné, de manière à ce que les sociétés d'histoire, les archéologues et toutes les personnes qui auraient envie de s'intéresser au sujet ou qui cherchent un début de réponse à une question donnée, eh bien, ils pourront venir s'informer ou trouver quelques réponses à leurs questions. C'est toujours le bonheur de pouvoir trouver un tailleur de pierre sur plusieurs chantiers. Alors ça, c'est un grand plaisir. Ensuite, il faut vérifier si c'est bien le même personnage, tout en tenant compte d'une marge d'erreur possible. L'autre étape, évidemment, c'est de tomber de temps en temps sur le nom d'un de ces personnages. Alors là, c'est le bonheur complet. Toujours en gardant une marge de précaution, il
faut jamais être affirmatif, mais le grand plaisir, effectivement, c'est de pouvoir dire, ça y est, j'ai trouvé le nom de ce garçon, il a travaillé là, là, là et là. Dans ce sujet, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. L'homme et son travail, l'homme et son œuvre. Je le dis souvent, ces hommes, à cette époque-là, étaient capables d'extraire un bloc d'une carrière et d'en faire un chef-d'œuvre de dentelle de pierre. L'erreur n'est pas permise, le moindre petit coup de marteau de travers et cette dentelle peut être cassée. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de valoriser ces hommes, que l'on se rende compte à quel point ils étaient compétents, à quel point ils avaient une formation poussée, à quel point ils connaissaient la matière, à quel point ils savaient transformer cette pierre. C'est vraiment l'homme qui a construit nos édifices qui me passionne. Et j'espère, avec mon petit travail local, pouvoir intéresser un petit peu aussi les gens qui auraient envie de découvrir ce sujet. Parce que, en général, on sait à peine qu'il y a des marques, on ne connaît pas le nom. Donc, mon but est effectivement d'essayer d'attirer les gens vers le monument historique. Il est vrai que, quand on a expliqué à quelqu'un ce qu'est une marque lapidaire, généralement, les gens regardent le monument différemment, parce qu'il y a cette envie de trouver cette petite marque qui se trouve automatiquement quelque part. C'est un sujet que je ne fais que démarrer. J'ai à peine relevé le petit bout de cet énorme drap. Donc il y a du travail pour... Je le dis souvent pour rigoler, j'en ai encore au moins pour 50 ans.